Bonjour à tous. Donc du coup, on va vous présenter aujourd'hui un BOF sur Vitmados. Sur l'architecture qu'on verra dans un second temps que Florent vous présentera. Et puis dans un premier temps, on va voir un peu l'historique, les faits divers, comment le Vitmados a évolué, les évolutions d'interface, d'architecture. Puis après, un retour d'expérience sur les points forts, les limites, avec un peu de recul. Et donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à poser des questions. Florent, je connais pas ta position, mais n'hésitez pas, voilà, si vous voulez couper. Et, à la fin, vous prévoir un temps d'échange aussi, je pense. Ouais, Voilà, mais donc n'hésitez pas. interjeté à désir. Alors, Vitmados, pour ceux qui connaissent pas encore, c'est une plateforme qui permet de trouver un rendez-vous de vaccination anti-Covid-19. Donc, ça prend la forme d'un site web et d'applications mobiles, iPhone et Android. Ce qu'on a fait, en fait, c'est des algorithmes qui permettent de détecter et donc d'agréger les rendez-vous, les créneaux disponibles de vaccination qui sont sur les différentes plateformes de réservation. Donc vous connaissez bien, je pense, Doctolib, mais c'est pas la seule. On a d'autres comme Keldoc, Maya et puis d'autres. Et donc l'objectif, c'est de faire un truc simple qui permette d'accéder facilement et rapidement à un créneau de vaccination. Surtout que ça, enfin, on verra après, mais c'était lancé dans un moment où c'était très tendu pour trouver des doses. Au niveau des statistiques, ça a un peu tout explosé puisque il y a quelques semaines, là c'est un peu redescendu depuis, mais il y a quelques semaines, on avait 20 millions de recherches de créneaux de vaccination par semaine. Donc c'est complètement stratosphérique. Et puis on a atteint 3 millions de visiteurs par jour. Voilà, donc là aussi on pensait pas, enfin moi je pensais pas du tout un jour créer un site avec autant d'affluence. Et donc on a bâti avec des valeurs qui sont importantes pour nous. Et notamment on voulait que les gens aient confiance dans la plateforme. Euh, on voulait que ça soit gratuit, sans pub. Et puis pour donner de la confiance, que ça soit open source, ça a permis aussi à la plateforme d'évoluer assez rapidement grâce à des dizaines de contributeurs. Aujourd'hui, on a plus de 100 personnes qui ont contribué un jour ou l'autre sur Vitmados, principalement sur le code, mais il y a aussi plein d'autres personnes qui ont contribué, par exemple, sur la communication, sur la gestion de projet, sur du graphisme. Voilà, et puis beaucoup de développeurs, front, back, etc. Et puis on se base aussi sur l'open data. Donc on verra tout à l'heure que on a été consommateur d'open data. C'est-à-dire que ce qui nous a permis au début de lancer Vitmados, c'est un open data qui a été mis en place par le ministère de la Santé. Et puis désormais, on est aussi producteur d'open data. Donc on produit des données ouvertes qui sont consommées par d'autres, certaines administrations, on le verra après aussi, ou par n'importe qui, hein, puisque ce sont des données qui sont gratuites et libres sur Internet. On se fait une petite Slide. démo. Je sais plus si on avait dit qu'on fait une petite démo quand même pour voir ce que ça fait. Ouais, on peut faire une petite démo. Ouais. Pour les rares qui n'auront jamais vu Vitmados. Hop, Vitmados, c'est un site qui est dans Covid Tracker. Comme ça, ça montre bien qu'on est des gentils. N'allez surtout pas sur vitmados.fr. Et grosso modo, on cherche où c'est qu'on habite. Donc, moi, à ce moment-là, j'habitais dans la Manche sans S. Donc, soit par département, soit son code postal ou sa ville. Et en fait, ça nous trouve les créneaux, le premier de créneau dans chaque centre qu'on trouve qui est disponible. Par exemple, pour le centre de vaccination officiel, là, c'est le vendredi 18 juin, c'est-à-dire demain, à Dreux-Vernouillet. Et on peut aussi, alors ça, c'est trié par distance, mais on peut aussi décider de les trier par date. Mais là, j'avoue qu'il y a moins d'intérêt parce que tout est disponible maintenant, c'est ouf. Même, même à court de manche. Voilà. Et du coup, une fois qu'on a cliqué sur un truc, en fait, on sort de Vitmados et on est sur Doctolib, sur Keldoc, sur Maya, sur les autres, etc. Voilà, pour mettre tout le monde à jour sur ce que ça fait. Et donc la démo était très courte parce que on voulait la plateforme extrêmement simple, qui va directement à l'essentiel. Notamment parce qu'au début il y avait un public de personnes âgées, mais aussi voilà, on voulait que ce soit vraiment extrêmement simple face à la complexité que pouvait représenter la diversité des plateformes. Ça peut être compliqué de voilà. Il y a plein de plateformes, il y a 6 ou 7 plateformes, il y a des numéros de téléphone et nous voilà, on voulait quelque chose de très très simple pour inciter les gens à faire des recherches et à réserver. Alors voilà une petite timeline des versions. Donc toute cette timeline représente 2 mois à peu près, hein, donc c'est extrêmement, c'est très condensé. La V0 en haut à gauche, c'était le tout premier prototype.
qui était du scrap assez basique, assez lent, avec Selenium. Le site web, le front, c'était du WordPress, hein, c'était directement une page WordPress de Covid Tracker. Et puis on utilisait Raw GitHub pour les données, pour stocker les données qui étaient scrappées par Selenium. Ensuite, des contributeurs sont arrivés, plusieurs dizaines de contributeurs ont rejoint le projet quelques jours plus tard, 2 jours plus tard. Et puis là, on a commencé à améliorer donc à la fois le back, à la fois les algorithmes du back qui vont détecter les créneaux de vaccination sur les différentes plateformes. Ça a été largement accéléré et puis adapté aux autres plateformes. Donc au début, on supportait que Doctolib, après on a commencé à supporter d'autres plateformes. Donc ça nous a permis de sortir la version 1, qui était une amélioration du front, mais basée sur les mêmes technologies, donc WordPress et GitHub. Mais donc pour le back, là, c'est un nouvel algorithme Python, et c'est plus devenu du scrap. On a commencé à utiliser les API publiques des différentes plateformes. Ensuite, un graphiste nous a rejoint qui a fait le logo. En fait, on a fait un concours sur Twitter pour élire le meilleur logo. Et puis les gens ont voté. Et puis ensuite, il a fait la charte graphique du site. Et donc, ça nous a permis de sortir la V2 avec un design. Et puis des changements aussi dans l'architecture. On verra plus tard. Où donc, on est passé à OVH plus que Cloudflare et puis GitLab Pages pour stocker les données. Et donc, ça nous a permis d'avoir une interface plus stable, plus rapide aussi, contrôlée. On verra plus tard. On a ajouté encore plus d'autres plateformes, notamment des pharmacies, avec l'ouverture de la vaccination dans les pharmacies. Ensuite, une fonctionnalité qui nous a demandé beaucoup d'énergie, c'est les chronodoses. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'était le 12 mai, lorsque le gouvernement a annoncé qu'on pouvait réserver. À l'époque, la campagne de vaccination était fermée, enfin, elle était ouverte uniquement aux plus de 70 ans. Et en fait, ils ont décidé d'ouvrir la campagne de vaccination pour les doses qui restent, pour les créneaux qui restent du jour et du lendemain, donc à très court terme. Et donc nous, là, on avait été avertis quelques jours avant via certaines plateformes. Et donc on avait fait un meet, on avait pris la décision de faire une nouvelle fonctionnalité, de la marqueter entre guillemets, c'est-à-dire lui donner un nom pour qu'elle soit bien identifiée, chronodose. Et donc, l'objectif, c'était de mettre en avant ces doses pour que ce soit très facile pour l'utilisateur de voir quelle dose il peut réserver et quelle dose il peut pas réserver. Donc, ça demandait beaucoup de temps. Ça nous a permis de sortir la V2.5 avec d'autres améliorations. Et puis après, bon, voilà, c'est devenu Litmados est devenu de plus en plus populaire. On a gagné en crédibilité avec le président de la République qui l'a tweeté. Et donc là, ça a permis aux journalistes de prendre conscience que c'était un site, voilà, pas officiel, mais sur lequel on pouvait se reposer, et les élus ont commencé à le diffuser, voilà, en toute confiance. Puisqu'un jeu, enfin, on l'a pas dit, hein, mais c'est pas du tout à but lucratif, hein, c'est à but non lucratif, c'est basé sur une association. Le code est open source, il n'y a pas de pub, il n'y a aucun revenu, tout est gratuit, on collecte aucune donnée. Voilà, et puis récemment, hier, je ne sais pas si vous avez suivi le discours de Tim Cook, mais il en a parlé rapidement, puisque j'avais pu le rencontrer à distance la semaine dernière. Et donc, il s'en est souvenu. Et hier, dans son interview à Vivatech, voilà, il en a parlé en disant que c'était une super initiative. Slide. Donc maintenant, on va passer aux faits divers. Donc, on va voir un peu le cheminement, comment tout ça a été créé. Alors, en fait, c'est parti d'une idée le mardi 30 mars où on s'est dit ce serait cool d'automatiser la recherche de rendez-vous. En fait, à l'époque, c'était extrêmement difficile de trouver un rendez-vous. Moi, j'avais été confronté au phénomène pour un proche à moi qui était éligible à l'époque. Et puis voilà, on a 6 plateformes de réservation qui ont une interface qui est pas toujours hyper intuitive. Il y a des numéros de téléphone mais qui répondent pas. Donc à l'époque, c'était un parcours du combattant de trouver une dose de vaccin. Et donc là, voilà, on a eu l'idée. Pendant 2 jours, on a codé. On a eu un premier prototype. Alors à l'époque, on pensait pas forcément que ça fonctionnerait, mais c'était plus pour rigoler, pour le défi. Et donc c'est le premier prototype qu'on voit à gauche, que j'avais tweeté là, le 1er avril à 18h. Et donc à l'époque, seul Doctolib était supporté. C'était vraiment du scrapping. Hein, donc on simulait vraiment un utilisateur qui charge une page web, qui clique un peu sur les boutons pour sélectionner première dose. Ensuite, qui va détecter le prochain créneau disponible s'il y en a un. Donc c'était très lent. Ça supportait uniquement Doctolib. 6 heures pour scanner toute la France. Voilà, c'était vraiment plus un prototype qu'autre chose. Donc concrètement, c'était nul. Hein. Enfin, c'était rigolo, mais assez nul. Mais les gens ont adoré. Hein. Vous voyez, le tweet, il a quand même gagné en popularité.
Et donc là, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire, malgré le fait que ça soit perfectible, les gens aiment beaucoup. On a eu beaucoup de retours de gens qui ont dit, mais c'est génial, c'est super, j'ai trouvé un rendez-vous. Donc on s'est dit qu'il fallait aller plus loin et qu'il fallait faire mieux. Et du coup, ensuite, le 2 avril, le lendemain, j'ai fait un appel sur Twitter en disant je recherche des développeurs Python ayant des notions en scrapping, en HTML pour m'aider à adapter l'outil aux autres plateformes et puis pour l'améliorer, bien sûr. Avec un lien vers une conversation Telegram. Il y a plus de 100 personnes ou 115 personnes qui ont rejoint la conversation. Et là, ça a commencé à grouiller. C'était l'effervescence. Le lendemain, samedi, il y a plein de gens qui ont commencé à bosser. On a fait un dépôt GitHub plus propre. Et puis, on a commencé à bosser presque en faisant les 3-8. Le lundi était férié de mémoire. Et donc, il y a des gens qui bossaient plutôt le matin, d'autres qui étaient plutôt dispo l'après-midi, certains le soir ou la nuit. Et donc, on avait quelque part de l'effervescence jour et nuit sur le projet, avec des passages de témoins. C'était un peu un relais. Donc, c'était assez rigolo à voir. Et donc, dimanche soir, la version 1 véritablement est sortie avec donc des algorithmes entièrement revus. C'était beaucoup plus rapide, c'était plus joli, etc. Voilà. Après, premier passage télé, donc c'était le 5 avril, 3 jours plus tard. Donc voilà, on était un peu stressé, surtout par rapport à la charge. Est-ce que le site allait tenir en charge? Alors on a eu quand même un peu l'expérience avec Covid Tracker, hein, qui quand même a été passe dans les médias depuis plusieurs mois et qui la plupart du temps tient. Mais là, bon, en plus on a le goût du risque, hein, puisqu'on avait fait une mise en production 30 minutes avant. Pour intégrer en fait les deux autres plateformes les plus connues, CalDoc et Maya. On voulait le faire juste avant. Bon, en réalité, on l'a fait quelques minutes après le passage télé, mais donc ça m'avait permis à l'époque de l'annoncer dans l'émission. Donc là, dans C'est à vous. Voilà, donc ça a permis d'avoir un effet de nouveauté médiatique et donc d'attirer l'attention des téléspectateurs. Alors oui, tout n'a pas été rose dans le développement de Vitmados, notamment parce qu'il y a eu des profiteurs, des anti-vaccins, enfin voilà, beaucoup de. Alors bon, je tiens à préciser que l'ultra grande majorité de gens sont hyper bienveillants, hyper sympathiques, nous soutiennent, nous envoient des messages, c'est hyper cool. Malheureusement, il y a quelques squatteurs et des gens qui ont qui sont un peu moins respectables, on va dire. Et donc notamment, en fait, le nom de domaine évident auquel vous pouvez penser à propos de Vitmados français a été squatté, a été acheté en fait très rapidement. Il a été acheté le 2 avril, en fait le lendemain du jour où on a lancé le premier prototype. Et à l'époque, nous, enfin voilà, on pensait même pas que ça prendrait ces proportions-là. Donc en fait, on n'a même pas pensé à acheter le nom de domaine. Et puis Vitmados est hébergé sur CovidTracker, c'est vitmados.covidtracker.fr. Et donc des gens ont acheté ce nom de domaine. Au début, c'était une simple redirection, mais vers notre site officiel. Mais on avait peur que ça devienne pire. Bon, ça l'a été, puisqu'après, hein, ils ont remplacé par un site un peu anti-vaccin, avec des vidéos un peu étranges. Voilà, et puis bon, après, il y a eu d'autres sites, hein, comme Plus Vite Mados, qui essayent avec soit des pubs, soit des abonnements pour essayer de gagner de l'argent. Donc malheureusement, comme je pense toute plateforme qui gagne en popularité, il y a des effets collatéraux qu'on ne maîtrise pas forcément. Pour information, pour le nom de domaine en .fr, on a des actions en justice pour essayer de récupérer le nom de domaine, mais comme toute action en justice, c'est assez long. On a fait un pro bono avec un avocat. Voilà, et donc beaucoup d'anti-vaccins sur Twitter, mais ça, c'est pas très grave. Pour l'anecdote, on a beaucoup de messages qui ont un peu trop confiance en Vitmados. Alors, on collecte aucune donnée, enfin, on collecte uniquement des données statistiques, donc éventuellement l'adresse IP, mais uniquement pour voir combien de gens consultent le site et quelle partie du site ils consultent. Mais sinon, nous, on collecte aucune donnée. Les personnes prennent rendez-vous ensuite sur les plateformes, hein, donc sur Doctolib et compagnie, mais pas sur Vitmados directement. Donc, on collecte jamais ni le nom, ni le prénom de la personne, ni rien. Mais bon, ça ne nous empêche pas de recevoir des messages. Donc là, en l'occurrence, c'est sur data.gouv. Donc, la plateforme data.gouv, c'est la plateforme qui rassemble les open data. Et donc, c'est là qu'on a référencé les données qu'on produit pour qu'elles soient réutilisées par d'autres gens. Donc là, on voit des messages avec des données privées. On reçoit beaucoup de mails aussi
Steep ou sur Twitter, des personnes qui nous demandent des conseils médicaux ou autres. Voilà, donc c'est assez rigolo. Et on fait aussi le SAV de Doctolib, parfois des gens qui nous disent ah telle fonctionnalité elle marche pas, ou je vais annuler mon rendez-vous, je veux déplacer mon rendez-vous, alors que nous on y est pour rien. Ouais. Et ça prend beaucoup de temps, hein. Quand on disait qu'il y a Mm. des gens qui contribuent à autre chose que du code, il y a notamment des gens qui contribuent beaucoup de leur temps pour répondre poliment et calmement à tout le monde. Ouais, j'ai une pensée émue pour Thomas qui traite les mails et il a Voilà. beaucoup de boulot. Oui, on est aussi tombé, ça nous a fait marrer, des tutos pour les personnes âgées. Et donc, en fait, il y a une communauté qu'on ignorait un peu là, qu'on ignorait un peu, notamment sur YouTube, cette chaîne YouTube qui est assez incroyable. Et donc, en fait, c'est une personne, bon, âgée, pas si âgée que ça, qui fait des tutos, en fait, pour faciliter l'accès à la technologie aux personnes âgées. Donc, c'est un tutoriel, en fait, hein, qui explique comment le site fonctionne, enfin voilà, qui présente vite ma dose et qui explique comment trouver une dose de vaccin avec vite ma dose. Donc c'est assez rigolo. Évidemment, on a tous liké la vidéo. Ça nous a fait marrer et voilà, c'est vraiment très cool. Voilà. Et si vous regardez la longueur de la vidéo, c'est 10 minutes pour vous montrer à peu près ce que je vous montrais au début de la présentation. Donc c'est pas Ouais, c'est ça. non plus, là. Et puis, alors, je vous ai dit qu'on était producteur d'open data désormais. Et en fait, voici une réutilisation des données qu'on produit. Alors, santé.fr, c'est le site en fait officiel, public, et qui permettait de faire plein de choses, mais depuis le Covid, il permet surtout de trouver un centre de test pour se faire tester et désormais de trouver un centre de vaccination. Le problème, c'est qu'au début, les centres de vaccination, ça les affichait de manière très statique et se rendu compte que c'était assez pénible, évidemment, pour les gens d'aller, puisque les gens ne pouvaient pas voir si ce centre avait des disponibilités ou pas. Donc ça oblige à faire beaucoup d'allers-retours entre Doctolib, santé.fr, Clédoc, Maya, etc. Et donc, ils nous ont contactés puisque ils souhaitaient donc intégrer la disponibilité des centres de vaccination sur santé.fr. Et donc, au début, en fait, ils voulaient forquer le projet, le faire tourner de leur côté et l'adapter sur santé.fr, mais on leur a expliqué que c'était pas une bonne idée, notamment pour pas surcharger les plateformes de réservation. C'est vrai qu'on n'en parle pas, hein, mais du coup, on leur envoie beaucoup de requêtes en permanence pour essayer de scruter les créneaux disponibles. Donc, c'est inutile de faire tourner ça plusieurs fois en parallèle à plusieurs endroits différents, à part pour surcharger les plateformes de réservation, c'est pas forcément utile. Et donc, finalement, on leur indiquait où est-ce que les données qu'on produisait étaient. Et donc désormais, ils les utilisent. Et donc ils utilisent les données qu'on produit en open data pour afficher les disponibilités directement sur santé.fr. Voilà. Et bon, pour l'anecdote, on en avait parlé avant, mais donc voici le tweet d'Emmanuel Macron le 6 mai, donc où il fait la promotion de Vitmadose. Voilà, avant même de faire la promotion de santé.fr. Ouais, en fait, Donc c'est très cool pour nous. ce tweet, c'est un thread de Twitter, et je crois que le site santé.fr avec les données Vitmados dedans, c'est genre le deuxième ou troisième message après, quoi. Ouais, de mémoire, c'est un truc comme ça. Hop, Sylvain. Tac, tac, tac. Oui, alors les plateformes de réservation ont été assez cool. Donc là, on parle de Doctolib, Keldoc, Maya, mais aussi les autres, notamment pour les pharmacies, Pardoclic, MaPharma, etc., etc. Donc c'est ces plateformes qui gèrent en réalité la réservation de créneaux de vaccination. Et donc nous, on référence les créneaux qui sont sur ces plateformes. Elles ont envoyé pour la plupart des développeurs chez nous, enfin de chez eux chez nous, pour soit nous aider ou soit nous pour qu'on puisse les aider pour optimiser les requêtes, pour les soulager un peu. Voilà, donc c'est pour qu'il y ait une meilleure synergie entre nous et eux. Bon, sauf une, on vous laissera deviner. Et certaines ont même développé des API spécifiques, voilà, qui sont beaucoup plus efficaces et qui nous aident. Je crois en l'occurrence pour avoir la liste des centres de vaccination, pour éviter de les détecter à la main. Donc ça nous fait gagner beaucoup de temps et c'est beaucoup plus efficace. Certains ont préféré bloquer nos appels. Oui, et certains. Alors pour info, on a aussi un whitelist. Par exemple pour Doctolib, ils nous ont whitelisté parce qu'ils ont un anti. Ils ont
un filtre anti-DDoS qui est assez puissant, enfin assez restrictif. Ils ont quasiment tout bloqué, enfin on est très rapidement bloqué. Et donc nous, ils nous ont whitelist pour nous permettre de continuer à faire nos requêtes moyennant un cache, hein, c'est-à-dire que les données auxquelles on accède ont un cache de actuellement 15 minutes de mémoire, donc on peut pas avoir accès aux toutes dernières données. C'est pour protéger leur infrastructure. Ouais. Bah, si tu veux rajouter un truc, Florent. Non, il y en a aussi une qui nous a ghosté quand on a demandé comment ça marchait leur truc. Mais d'un autre côté, il n'y a pas beaucoup de rendez-vous chez eux non plus. Mais du coup, sur le fait que les données étaient valables que 15 minutes, ça vous a obligé de faire des appels plus souvent. Du coup. Au début, tu parlais de plusieurs heures. Non, en fait, on s'est déjà... oui, alors, vas-y. Ah, les appels, à partir du moment de la toute première version là, dont il parlait tout à l'heure, avec Selenium et tout, effectivement, ça mettait 6 heures à tourner pour toute la France. Et depuis qu'on tape des API, qu'on a optimisé les scripts pour faire du parallélisme et tout, ça tournait entre 2 et 5 minutes. Pour faire beaucoup plus d'appels en plus, quoi. Donc ça fait quand même beaucoup d'appels sur les plateformes, notamment. Alors Doctolib, ils ont de la chance, ils ont un système anti-DDoS, mais c'est pas le cas de toutes les autres plateformes qui ont un peu plus souffert. Voilà. Donc on tape sur Doctolib parce qu'ils nous mettent du cache et tout ça, mais c'est aussi parce que c'est les seuls qui ont un moyen de nous mettre du cache, je pense. Parce que les autres, ils ont pas vraiment ils n'étaient pas préparés à ce qu'on les bourrine comme ça. Ok. Mais donc, ouais, enfin, je suis passé un peu vite, mais c'est vrai que sur la V2 des algorithmes back, tout a été complètement réécrit. Et donc, au début, c'était vraiment du scrapping Selenium qui était très, très long. Et ensuite, donc, on est passé sur des appels API, enfin, de leurs API publics. Donc là, voilà, on a aussi beaucoup optimisé, donc c'est devenu beaucoup plus rapide. Et comme l'a dit Florent, ça devait mettre 2 minutes pour scanner toute la France, alors qu'on avait rajouté beaucoup de plateformes et beaucoup de centres et qu'il y avait beaucoup plus de centres. Voilà. Et donc là, le cache de 15 minutes, en fait, il est plutôt pénalisant pour nous parce que on repasse toutes les 2 ou 3 minutes, mais les données qu'on a sont vieilles de 15 minutes. Donc en fait, il y a peut-être 2 fois sur 3 où il met pas à jour les données parce que le cache de Doctolib, c'est pas mis à jour, quoi. En fait, en tout cas pour Doctolib. Le sujet, c'est que ce cache, ils l'ont mis eux pour faire face au sujet chronodose qui du coup ouvrait la vaccination à 40 millions de personnes de plus, grosso modo, avec en plus une incentive pour faire F5 très régulièrement. Et du coup, je pense qu'ils ont eu un peu peur de la charge, ils ont mis ça un petit peu de manière préventive. Et ce qui fait que du coup, de notre côté, le sujet chronodose, il était complètement pété, parce que du coup, si on a 15 minutes de retard sur ces données-là, les rendez-vous étaient déjà partis, quoi. Donc c'est surtout pour ça que c'était pénible, parce que c'est tombé au mauvais moment, mais sinon, c'est pas si grave que ça. Voilà, on passe à la suite, sauf s'il y a encore des questions là-dessus. C'est bon. Hop. C'est le dernier fait divers, je crois. Ouais, le dernier fait divers, c'est très cool, c'est VMD Suède. Alors, je sais pas comment on le prononce, c'est Jagvilla Vaccine, on va dire. Ouais, je sais pas si quelqu'un est suédois dans l'audience. Et donc, en fait, c'est un franco-suédois, je crois, qui nous a contacté et qui a voulu adapter Vitmados à la Suède, qui a, je crois, une campagne de vaccination assez morcelée, enfin, en tout cas en termes de réservation de créneaux. Donc, il a forqué, il a dû adapter les algorithmes de son côté en back pour que ça s'adapte pour que ça s'adapte aux plateformes suédoises. Mais donc, pour le front, il a récupéré le nôtre, donc il a forqué notre front. Alors, j'ai pas suivi en détail toutes les péripéties, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de mal avec les pouvoirs publics qui étaient assez frileux. Je crois qu'ils avaient peur que ça génère beaucoup plus de requêtes pour eux, etc. Ils avaient peur qu'à y prendre des rendez-vous, ouais. C'était assez comme question qu'ils avaient. Et donc, je sais pas comment ils s'en est sortis. Je sais pas si tu sais comment ils s'en est sortis ou pas. Voilà, c'est très cool de voir qu'il y a des forks dans d'autres pays. Je crois qu'il s'en est sorti où il est obligé de mettre un énorme warning quand il décrit des données, vu la taille du warning qu'il y a sur la capture d'écran. Je sais pas ce que ça veut dire, okay. Mais ça cite à peu près toutes les régions de Suède. D'accord. Donc je pense qu'ils ont dit OK, mais à condition de mettre plein de disclaimers. Okay. Et le bonus. Alors, ouais, il y avait eu un reportage TF1 aux 20h sur Vitmados. Et donc ils étaient. Alors pour l'anecdote, en fait, c'est parce qu'ils avaient
la veille, ils avaient parlé de Vitmados, mais ils s'étaient gourés d'URL, non, ils s'étaient gourés de site, ils avaient mis le site anti-vaccin, justement, qui à l'époque était peut-être pas déjà anti-vaccin, mais qui était quand même un faux site. Et donc, je leur avais dit, c'est pas très cool de mettre le faux site, quoi. Enfin, voilà. Et donc après, ils m'avaient immédiatement appelé, ils étaient hyper gênés. Ils m'ont dit, bon, bah écoutez, demain, on va faire un reportage sur vous, on va venir chez vous, etc., pour s'excuser. Donc, ils ont fait le reportage, on a fait un Zoom, du coup, avec tous les bénévoles. Mais malheureusement, certains ont eu moins de chance que d'autres, n'est-ce pas, Florent? Parce que visiblement, j'ai mis ma souris sur le bouton de Google Meet pile au moment où, où il filmait Florent. Donc, toutes mes excuses, Florent. Non, mais en vrai, j'ai une autre capture, on voit ma tronche, ça me fait marrer. Ah, ok. Après, c'est pas aussi bien. Et Tout moi, va bien. j'ai pas du code sur la gueule comme toi. Du code de hacker. Hop. Je te laisse parler un peu du et ensuite je parlerai d'Archie. Ça marche. Donc, on vous a parlé de 3 versions. La V0, c'est le prototype. La V1, c'était le prototype amélioré. Et puis la V2, c'était avec le tout nouveau design qui est fait par un graphiste. Donc voilà, la V0, donc c'était un bootstrap embarqué sur WordPress. Ça, c'était assez artisanal, mais bon, in fine, ça fonctionnait plutôt bien. Donc voilà à quoi ça ressemblait. Hein. C'était directement sur Covid Tracker. Du coup, c'était une page WordPress de Covid Tracker avec un select, une liste, un select pour choisir son département. Et puis en dessous, tous les créneaux qui s'affichaient sur les différentes plateformes. Ensuite, donc on a amélioré le design. Donc c'était toujours une version custom embarquée sur Covid Tracker, donc une page de Covid Tracker avec un design un peu mieux. Là, il y avait déjà un graphiste, enfin un UX qui nous avait aidé. Voilà, pour que ce soit un peu mieux, on a commencé à mettre quelques statistiques, etc. Donc c'était déjà un peu plus clair. Et puis ensuite, une fois que le graphiste nous a rejoint, ça nous a permis de faire une V2. Alors là, entièrement refaite. C'est plus du tout WordPress. C'est un framework qui s'appelle 8JS. Donc là, voilà, on a tout refait from scratch, enfin au niveau front en tout cas, qui a un tout nouveau design et donc qui utilise ce framework. Et c'est cette version qui est toujours accessible. Hop, merci. Et je passe la main à Florent pour parler de l'archi. Yeah. Derrière ces 3 versions du UI, en fait, il y avait un peu de manière vaguement concomitante 3 générations d'archi différentes qui soutiennent ça. Donc là, la V0 que j'ai sous-titré bricolage, dont Guillaume parlait tout à l'heure. Ce qui se passe concrètement, c'est qu'on avait un script Python avec Selenium qui tournait dans un GitHub Actions. Je sais pas si vous voyez ma souris ou pas d'ailleurs. Oui. Ouais, okay. Voilà, donc c'était GitHub Actions qui s'est tourné un script qui mettait longtemps. Alors c'était pas un seul script, c'était plusieurs scripts séparés parce que sinon il y avait des timeouts de ouf sur GitHub Actions parce que 6 heures pour faire tourner un GitHub Actions, GitHub il aime pas trop. Du coup ça a été un petit peu réduit. Enfin, parallélisé je veux dire. Et ça consomme un fichier unique CSV mis à la jour par les personnes qui s'en occupent, j'imagine, parce que doit y avoir dans l'administration centrale quelqu'un qui récupère les Excel de toutes les ARS et qui compile les adresses des centres avec leurs URL de réservation. Et nous, c'est ça qu'on récupérait, pardon. On récupérait la liste un CSV avec grosso modo les centres, leur adresse et l'URL de réservation. Donc le script il est là-dedans, il regardait l'URL de réservation, il allait voir sur Doctolib s'il y avait des créneaux et il foutait tout ça dans un JSON qui pushait sur une branche spéciale sur GitHub et du coup c'était hébergé sur GitHub de fait, puisque sur GitHub on peut voir les fichiers version brute, ce qu'on appelle raw GitHub. Alors j'aurais peut-être dû mettre raw GitHub ici. Voilà. Et de l'autre côté on avait le navigateur qui chargeait le site Covid Tracker, qui est donc un WordPress qui tourne dans un VPS sur Cloudflare. Et si on allait sur la bonne page, la page allait des petits gestes qui allait chercher les données JSON. Et ça marchait bien. Et là, la V1, c'est pas très différent. La vraie différence, c'est que plutôt que de faire du Python et du C request, mais c'est grosso modo des HTTP requests, on tape les API. Alors public, je sais pas si c'est toutes des API publiques au sens OpenAPI, mais en tout cas, c'est des API qui nous étaient accessibles. Mais à l'heure actuelle, il y a 3 plateformes pour lesquelles on a une clé qui nous identifie pour qu'on n'ait pas les mêmes quotas et les trucs comme ça.
Donc c'est des API parfois publiques, mais c'est du rétro-engineering sur les pages des différentes plateformes. Et sinon, ça marche à peu près pareil, hein. Ça consomme du data.gouv, ça push sur JSON, sur GitHub, et c'est parti. Et enfin, la V2, qui est grosso modo l'architecture encore actuelle dans les grandes lignes, peu ou prou, c'est le même script qui tourne, mais cette fois-ci, il ne tourne plus dans un GitLab Action, il tourne dans un GitLab Runner, qui tourne dans des VM OVH Cloud, donc le OpenStack de chez OVH. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire la grosse différence, c'est que ça tournait en à peu près 2 minutes. Et là, en rajoutant plein de plateformes, du coup, ça met un peu plus de temps forcément, parce qu'il y a plein d'autres choses à aller chercher. Et ça se base sur des données différentes, donc forcément toutes les données de Doctolib et des autres, de leurs petits copains. Sur les données DataGouv, même si de moins en moins, en fait, il y a une seule plateforme pour laquelle on n'a pas de ressources qui nous permettent de lister les centres. Et donc, on va encore les chercher dans le fichier DataGouv. Mais si cette plateforme-là nous filait cette donnée-là, on n'aurait même plus besoin du fichier DataGouv. Parce que maintenant, on va chercher les centres directement sur les plateformes, puisqu'ils ont des pages ou des API pour récupérer la liste des centres qui font la vaccination. Et notamment, alors je ne l'ai pas dessiné ici, mais c'est un autre job qui tourne sur GitHub Actions qui va chercher ces centres et qui les commit dans le dépôt. À peu près une fois par jour ou plusieurs fois par jour là-dedans. Et du coup, ça se base sur ça. Et ensuite, dans un pipeline GitLab tout à fait normal, on publie l'artefact dans GitLab Pages. Et donc les JSON dont on parlait tout à l'heure, donc c'est des JSON statiques, hein, là où il y a toutes les données des rendez-vous, c'est la même que tout à l'heure. Cette fois-ci, on ne les push pas sur GitHub, mais sur GitLab Pages, qui est l'hébergement de sites statiques par GitLab. Ça marche pas tout à fait pareil que GitHub Pages, mais dans l'esprit, ça fait la même chose. Ça permet d'afficher du contenu statique sur Internet, et surtout, ça permet de faire ça gratuitement. Et la grosse différence, c'est que GitLab Pages, ils sont un peu plus réactifs sur le cache, parce que le problème de raw GitHub, c'est que c'est fait pour héberger une version d'un fichier, un certain commit, et du coup, le cache est hyper agressif dessus, ce qui fait qu'on n'avait pas même si on mettait à jour les données, elles n'étaient pas forcément disponibles dans le navigateur. Et ces JSON-là, ils sont consommés donc à la fois par l'application Vitmados qui tourne dans son navigateur, mais qui est téléchargé depuis un site dédié. Maintenant, c'est un site complètement dédié. C'est juste qu'il est sur un nom de domaine, un sous-nom de domaine de Covid Tracker. Mais c'est un site complètement à part entière, enfin un site statique web, en l'occurrence. Et les applications mobiles aussi consomment ces mêmes JSON. Et on a aussi, pour gérer les notifications, une application Firebase qui se base sur les mêmes JSON avec un job qui tourne régulièrement et qui va déterminer s'il y a eu des changements depuis l'état précédent, on va dire. Et s'il le détecte, il va envoyer ça dans la file du centre en question, parce que les notifications sont par centre. Et ça veut dire que les applications peuvent s'abonner à cette file d'attente pour avoir des notifications, pour avoir des push notifications. Ça, c'est ce qu'on a eu c'était très utile pour les chronodoses, parce que dès qu'il y en avait une, il fallait le savoir très rapidement. Même si très rapidement, ça ne se faisait pas toujours. Des questions là-dessus? Les données, vous disiez que vous étiez producteur de données, du coup, c'est celles qui sont publiées par GitLab Pages, les données produites? En fait, sur DataGouv, tu peux publier des jeux de données, c'est-à-dire les référencer et dire hey, il y a un jeu de données qui existe, regardez-moi. Il y a plusieurs manières de faire ça, mais je vais t'en donner deux. Si tu uploads un fichier sur la plateforme, alors soit par l'interface, soit par API, ou tu peux dire hey, là-bas, il y a une URL, je vous promets, il y a des données là-bas. Donc en fait, ce qu'on a fait sur DataGouv, c'est juste dire en fait, vous savez, les données Vitmados, elles existent, elles sont là, sur cette URL. Et ce que va te faire DataGouv, c'est qu'il va générer une URL fixe pour ce jeu de données-là, ce qui te permet de toi changer ton URL qui est derrière sans que les gens qui consomment ce jeu de données-là le voient. Si tu veux par exemple changer d'hébergeur ou je sais pas quoi. Ok, très clair. Donc les données open data, c'est bien celles-là. Et en fait, elles sont open data, mais enfin elles sont libres, elles sont disponibles à tous parce qu'elles sont sur le GitLab Pages, quoi. Si on voulait protéger nos données, ça serait compliqué. Ça serait compliqué pour nous. Et le fil conducteur un peu là-dedans et qui nous a pas mal aidé pour tenir la charge un peu
un peu folle qui est tombée sur le site, c'est que il n'y a jamais de flèche directe entre les utilisateurs, leur navigateur et leur mobile, et le code qui va taper effectivement sur nos différents partenaires. Et ça, du coup, ça fait que ça décorrèle complètement la charge de visite de ce qu'on a besoin de fournir comme puissance de calcul et comme ressources mémoire. Ça nous permet de suivre le rythme qu'on choisit pour scraper et tout ça, plutôt que de se faire guider par la demande des gens qui sont sur le site en train de faire F5. Mais d'ailleurs, je vais en parler, je suis en train de spoiler les slides suivantes. Cette archi a quelques points forts. Wouhou. Du coup, ce que je disais, c'est pas d'exécution à la demande, le serveur n'expose que des contenus statiques, c'est GitLab Pages euro GitHub, c'est-à-dire que les JSON sont calculés une fois toutes les 2 à 5 minutes, on va dire, 5 minutes à l'heure actuelle. Ils sont publiés, et puis, si on peut faire F5 autant qu'on veut, c'est le CDN de GitLab Pages qui gère, et en l'occurrence, le CDN de GitLab Pages, c'est Google. C'est GCE, c'est Google Cloud Engine. Et qu'est-ce que je disais là-dedans? Oui, et là, du coup, ça nous permet de nous rythmer à quelle fréquence on va solliciter les plateformes type Keldoc ou Maya ou Doctolib, bien entendu, parce que parce qu'elles n'ont pas envie qu'on leur fasse des requêtes à chaque fois qu'il y a quelqu'un chez nous, en fait, tout simplement. Et nous, ça nous permet aussi de ne pas avoir à dimensionner des serveurs pour absorber du trafic. C'est-à-dire que nous, on a 4 machines qui exécutent des jobs GitLab CI et c'est déjà trop, quoi. En vrai, il y a toujours 1 ou 2 machines qui se tournent les pouces à un moment donné, mais on n'a pas besoin de scaler nos machines vis-à-vis du trafic, et ça, c'est cool. Ce qui fait qu'on n'a jamais vraiment été stressé pour les passages télé qui, normalement, créent beaucoup de pics de trafic. Alors, malheureusement, ça nous est arrivé d'avoir un truc qui s'arrête. Et c'était, je crois, OVH qui avait dit « Oulala, il y a plein de gens qui arrivent, vas-y, j'éteins ton serveur ». Ce qui c'est pas forcément la meilleure stratégie anti-DDoS, je trouve, mais bon, ça avait l'air d'être le truc qu'ils ont en place. Disons, non, tu vas pas me refuser le service parce que j'arrête le service. Donc, je trouvais ça un peu bizarre, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Et bon, alors là, j'ai pas les bons chiffres, m'a dit Guillaume, mais du coup, ça veut dire aussi qu'on est vachement économe en ressources cloud, parce que grosso modo, c'est Octave Klaba qui nous a dit hey, les jeunes, qu'est-ce que vous voulez chez moi? Et on leur a dit on veut des VM, s'il te plaît. Donc, on a filé 1000 € chez OVH Cloud, et puis je crois qu'on a dépensé peut-être 150 balles avec nos 4 serveurs, un truc comme ça. Après, on lui a dit on pense que ça va durer 2 ou 3 mois, après, il n'y aura plus besoin. Et voilà. Donc, on a filé ça, et ça marche encore très bien. Sur GitLab Pages, l'hébergement de fichiers statiques est gratuit. Sur gitlab.com, tout ça, en tout cas, est gratuit et plutôt scalable. On n'a jamais eu de problème de pages qui mettent longtemps à charger sur le front. Et petite question là-dessus. Ouais. J'avais déjà eu des soucis avec GitHub qui me gueulait dessus pour les utilisant en repo de pages statiques. De données statiques, ça ne vous a jamais posé de problème? C'est-à-dire, c'était quoi le problème? C'est-à-dire que j'avais déjà essayé de stocker des données, comme ça m'y a fait penser, hein. C'est pas en rapport direct avec GitLab Pages, mais de stocker des fichiers équivalents du fichier JSON que vous avez mis, vous, à un moment, et en disant t'es gentil, mais on n'est pas un bucket S3, c'est ce qu'ils avaient dit. Ils avaient bloqué l'accès à ce fichier-là. Ça vous faisait pas eu ce genre de problème-là? Non. Et en fait, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de fichiers, il y a beaucoup de contenus de Covid Tracker qui sont hébergés sur GitHub parce que ça nous permet justement d'absorber beaucoup de trafic et notamment des images qui sont téléchargées des millions de fois et on n'a jamais eu de problème de blocage. D'accord. Donc ils ont peut-être changé leur politique depuis le rachat de Microsoft, peut-être. Ouais, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, donc c'est possible. D'accord. Bon, ouais, non, nous on n'a pas eu ce problème-là. Notre problème c'était surtout sur la fraîcheur des données parce que quand tu lui dis donne-moi la version de ce fichier qui est sur cette branche-là, il dit j'ai déjà regardé il y a 30 minutes, ça ne doit pas changer parce que c'est Git. Donc c'est pas comme c'est pas vraiment fait pour ça, ils ont des optimisations de cache un peu vénères là-dessus. D'accord, ok. C'est pour ça qu'on a changé, mais sur GitLab Pages en gratuit, là, tu as une limite de 1 giga pour ton site web entier, quoi, pour tes artefacts. Oui, donc ça pose pas de soucis à ce niveau-là. Mais nos JSON, ils sont pas si volumineux que ça parce que c'est une vue agrégée en fait.
On n'a pas vraiment de gros trucs dedans. J'ai jamais mesuré combien ça faisait, mais on ne doit pas péter les 100 mégas. Hein. C'est tout? D'accord, ok, j'imagine plus gros que ça. Non, non, non. En fait, on parcourt beaucoup de données. Mais par contre, on a une vue agrégée, c'est-à-dire jusqu'à il n'y a pas longtemps, on donnait que le premier rendez-vous qu'on trouvait qui était disponible. Tous les autres, on s'en fout. Voilà. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Ah oui, je disais, pour le site statique, on a le VPS qui héberge Covid Tracker et du coup Vitmados, qui est derrière du Cloudflare, et ça, c'est payé avec les dons qui sont sur le site Covid Tracker. C'est quoi un VPS? C'est un Virtual Private Server, si je ne m'abuse. Exactement, donc en gros, c'est juste un serveur virtuel, quoi. C'est une machine virtuelle qui simule un serveur privé. Ouais. La différence avec les VM OVH qu'on a pour les runners, c'est que les VM OVH qu'on a pour les GitLab runners, c'est dans l'OpenStack d'OVH, alors que les VPS, ça ne fait pas partie de leur OpenStack, c'est leur machine virtuelle de chez eux, quoi, maison. Un autre avantage de l'architecture, c'est que c'est un seul batch qui génère toutes les données. Il n'y a pas d'état précédent à aller chercher, il n'y a pas de données à muter ou des trucs comme ça. Et ça a pas mal d'avantages. Le batch il peut foirer. En fait, le pire qui puisse arriver, c'est que les données ne seront pas vraiment fraîches. Ça arrive beaucoup ces derniers jours pour des raisons qu'on est encore en train de chercher, mais du coup, ça fait que plutôt que d'avoir des données qui datent d'il y a 3 minutes, elles datent d'il y a 15 minutes. Voilà. C'est un peu chiant, mais ça ne met pas le site par terre. Voilà, et ça, c'est quand même pas mal. Surtout que, vu qu'on a beaucoup de contributeurs à des niveaux très différents, d'expérience et de maîtrise de Python, en l'occurrence, c'est quand même pas rare d'avoir des bugs. Hein, voilà. Et du coup, c'est quand même une ceinture de sécurité pas trop grave de se dire, même si on pousse un bug, en fait, ça pète pas le site. C'est quand même plus facile de faire pas mal de trucs avec un état qui est gardé en mémoire Python, et du coup, on manipule des objets Python, on n'a pas de données à valider dont le schéma peut changer sur disque ou dans une base de données. On n'a pas de mutation à gérer, de delta, de trucs à gérer, ce qui est quand même plus compliqué. Et on n'a aucune adhérence à vraiment une base de données ou même un bucket S3, c'est que du file system et puis ça marche très bien. Comme c'est pas des grosses données, en fait, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Et surtout, pour contribuer, vous faites git clone et vous faites make install et vous faites make scrap et puis ça marche pas. Presque du premier coup. Ça fait un moment que je n'ai pas testé. Et enfin, on a un client intelligent, c'est-à-dire que c'est une application soit mobile, soit c'est une SPA. Et du coup, c'est un peu une nécessité vu qu'on n'a que du contenu statique par département, on va dire. Mais du coup, ça nous permet de faire que les données qui sortent du navigateur, les requêtes qui sortent du navigateur, elles sont pas hyper précises en fait. On requête un département et ça donne pas beaucoup d'informations sur l'utilisateur. Et les seules données qui sortent vraiment du navigateur à propos de l'utilisateur, c'est la mesure d'audience qui est anonymisée de toute manière. Voilà, qui est paramétrisée pour être anonymisée. Et ça nous a permis aussi de développer pas mal de features en mettant en accent sur l'expérience utilisateur, parce que comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, c'était quand même un élément important que ça soit de se distinguer en fait des plateformes en disant chez nous c'est simple, voilà. Vous commencez par chez nous, on vous trouve à peu près ce qu'il faut trouver, et ensuite on vous emmène là où il faut, plutôt que de s'emmerder avec des sites assez compliqués avec plein de messages réglementaires qui s'affichent sous le nez et tout. Voilà. Ouais, le dernier point il est à moitié vrai, donc je vais sauter. Et les limites de l'archi, c'est à peu près les mêmes que ce que je viens de dire. Je crois que je les ai mises dans le même ordre en plus. On n'a pas d'exécution à la demande. C'est-à-dire que quand tu es un utilisateur qui est en train d'utiliser Vitmados, on ne peut pas faire tourner du code de côté serveur pour servir uniquement les besoins de sa recherche. Donc il faut faire plein de trucs. Et il y a plein de trucs qu'on a l'habitude de faire d'habitude en mettant un query param ou que sais-je, ou un petit select bien senti en base de données, ça on peut pas. Et du coup, les recherches selon des critères fins, on peut pas les faire tourner côté serveur. Par exemple, quand tu veux filtrer par type de vaccin, j'en sais rien. Ça, tu es obligé de le coder côté front. On peut pas vraiment suivre ce qui se passe en temps réel, à part dans Google Analytics. C'est-à-dire que quand il y a des requêtes bizarres qui passent sur le serveur, on peut pas vraiment le savoir. On sait pas qui consomme notre donnée, donc les gens qui veulent
qui veulent prendre nos données et les revendre en disant hey, promis, je vous trouve un rendez-vous pour 20 €. Il y en a qui font ça, mais du coup, on ne peut pas savoir qui c'est. On peut pas avoir des données plus fraîches pour les trucs qui sont les plus consultés, parce qu'en fait, on ne sait pas les trucs les plus consultés vraiment. Donc ça, c'est à moitié pas bien, à moitié bien, parce que du coup, on paye qu'une seule fois par génération, enfin par lancement du batch, le prix à payer pour générer une ressource. On ne paye qu'une seule fois pour toutes, on va dire. Par contre, on paye le prix même pour des ressources qui ne sont jamais consultées. Par exemple, 971.json, je ne sais pas combien de fois il est téléchargé, mais je crois qu'il n'y a que moi qui le télécharge pour faire mes tests, quoi. 971, attends, là... Guadeloupe. Non, je vais sur la Guyane, moi, d'habitude, donc c'est pas 971. Mais bref, vous avez le topo. On ne peut pas avoir de contrôle d'accès, c'est ce que j'en ai parlé tout à l'heure. Même si on voulait, on ne pourrait pas. Et surtout, ça posait pas mal de problèmes de comment on fait des notifications quand on n'a pas vraiment de serveur à qui parler. Et du coup, on est tombé sur ces histoires de Firebase, finalement, de fil de messages en SaaS. Tout simplement. Et où on identifie que le device et pas l'utilisateur. Le revers de la médaille des générations par batch, c'est que le temps d'exécution est un peu dépendant de la plateforme la plus lente. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui mettent pour certaines requêtes 100 secondes à répondre, ce qui est long. Voilà. Enfin, quand je dis par requête, c'est par centre, hein, il y a plusieurs requêtes par centre. Et du coup, scraper un centre parmi 300, ça prend 100 secondes, ça commence à faire beaucoup. Et du coup, si une plateforme est lente ce jour-là parce que les machines sont en vrac ou que sais-je, et en fait, tout le batch il est lent, même si Doctolib il a donné toutes les réponses en 200 millisecondes. Quoi. Ce qui est un peu ce qui se passe en ce moment. Je ne donnerai pas de nom, mais je sais qui c'est. Qui répond maintenant. Le revers de la médaille de on reprend à zéro et qu'on n'a pas d'état stocké, c'est que si on veut faire des optimisations où il faut stocker des données, on peut pas. Voilà. En tout cas, c'est compliqué, il faut bidouiller avec GitHub ou je sais pas quoi. Et à chaque fois qu'on fait tourner notre batch, les services sont pas toujours disponibles. Ça réveille la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, que finalement le CSV officiel du gouvernement, il est plus disponible. Voilà, il n'y a plus d'open data du gouvernement. Et ça met en vrac tous les batchs. Et du coup, ça fait 1 heure ou 2 heures le temps qu'on se rende compte du problème où il n'y a pas de données fraîches sur le site. Grosso modo, c'est toute la gestion d'erreurs qui est un peu relou. C'est dès qu'il y a une erreur au milieu du scrap, en fait, ça plante tout le scrap, quoi. Alors que c'est peut-être juste une mini-requête parmi un centre qui pose problème. Et si on veut scaler un peu comme des beaux gosses du cloud, c'est compliqué parce que ça tourne que sur une seule machine, dans un seul processus, et voilà, quoi. Le client intelligent, c'est cool, mais ça veut aussi dire que pas mal de features doivent être codées 3 fois entre le web, iOS, Android. Il y a des fonctionnalités qui ne sont toujours pas sur le web, comme les notifications. Il y a des fonctionnalités qui sont toujours pas sur iOS, je pense. C'est ceux où ils ont moins de temps pour suivre un peu le truc. Puis iOS, en plus, c'est plus compliqué de pousser des mises à jour un peu. Mais voilà, donc il y a des disparités entre les fonctionnalités disponibles entre toutes les plateformes qu'on offre. Toutes les applications qu'on offre. Et le fait d'avoir que du contenu statique, ça fait que à chaque fois, on télécharge plus de données que nécessaire dans le client. Ce qui est un peu chiant sur mobile, parce que sur mobile, on a quand même souvent un réseau pas top, ce qui fait qu'on télécharge beaucoup de données. Donc si on met le Vitmados en mode throttling dans Firefox et qu'on lui dit fais comme si j'avais de la 3G, vous êtes parti pour 1 minute de chargement, sans cache. Et sur le device pas trop ouf des performances, le parsing JSON, on le paye aussi. Notamment sur les téléphones anciens ou juste les téléphones iOS. Alors j'étais méchant, j'ai dit iOS ici, mais c'est spécifiquement Safari. Safari sur iOS, qui est un peu chiant avec ça. Voilà, ça c'était un peu les détails. Donc d'un point de vue archi, les trucs cool qui à mon avis caractérisent bien Vitmados, c'est la directionnalité de la donnée. Grosso modo, on a fait le choix très rapidement que la donnée, elle allait du pouvoir vers le citoyen, grosso modo, donc soit le pouvoir politique, soit le pouvoir économique, et que nous, on centralisait tout ça et qu'on l'offrait aux citoyens gratos, sans problème, sans culpabilité et sans rien donner à qui d'autre. Voilà.
Et ça, je pense que c'est pas pour tout le monde que c'est important, clairement, on a vu les messages de tout à l'heure. Mais ça participe à la bonne image de Vitmados, qui fait que les gens ont envie de le promouvoir, tout simplement. Une décision que moi, j'ai beaucoup insisté pour qu'on prenne et qu'on a fini par un peu suivre tout le temps, c'est on ne code pas les règles d'éligibilité du vaccin. Ça a commencé vaguement simple, en mode « Ah, c'est que les plus de 70 ans, sauf ceux qui ont des gaz de la nuit ou je sais pas quoi. » Bref. Vu le temps qu'on avait à y consacrer, on s'est dit, nous, on va plutôt essayer de rendre disponibles les données qui permettent de déterminer si ce créneau il me convient vu de ma situation et des règles courantes, mais on va pas essayer d'indiquer plus que ça. Alors on a fait un petit écart pour chronodose parce que c'était vraiment très spécifique en mode hey, si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez prendre une chronodose. Mais sinon, on a plutôt suivi cette règle que on met le type de vaccin, on met les informations qu'on sait. Par contre, on va pas faire des fonctionnalités en plus pour dire tiens, ça c'est ce vaccin pour toi, quoi. Et enfin, le système Vitmados, il a du succès parce que c'est un système AP dans le modèle CAP, même si c'est un modèle qui a ses limites. Mais nous, on priorise la disponibilité. Parce que quand vous êtes sur Doctolib et que vous cherchez un truc très particulier, votre recherche, en ce moment, là, je l'ai fait tout à l'heure, elle prend 45 secondes, ce qui est quand même pas vraiment acceptable. Alors que sur Vitmados, c'est direct, quoi. Tout à l'heure, j'ai tapé, j'ai eu mon autocomplete, j'ai eu mes rendez-vous, j'ai eu mes résultats, donc c'est toujours disponible. Les données sont pas tout le temps fraîches. Du coup, on n'est pas sur la cohérence des données, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur Vitmados sur un rendez-vous, peut-être qu'il a déjà été pris finalement ou qu'il est plus disponible, il est plus offert. Mais c'est le parti pris qu'on a, c'est que on n'a pas forcément la cohérence, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les vraies données les plus à jour. Par contre, on a toujours des données à afficher et c'est toujours très très réactif. Et l'autre aspect, c'est que finalement ce que nous on traite comme données, c'est le créneau, la valeur atomique de ce qu'on traite comme données, c'est le créneau de réservation de vaccination. Et que, de fait, ces données-là, elles sont partitionnées entre les différentes plateformes. Il y en a chez Keldoc, il y en a chez MaPharma, il y en a chez avec mon doc pour les DomTom, enfin pour les DOM tout court d'ailleurs. Et nous, en fait, on les rassemble, donc on donne plus de tolérance à la partition sur cette donnée-là. Donc c'est un peu comme ça que je l'analyse. Et c'est la fin. Est-ce que ça vous a plu et quelles sont vos questions? On a largement dépassé le temps. En fait, j'étais persuadé d'avoir pris un créneau d'1 heure. Mais c'est pas grave, il n'y avait rien après. Voilà. Yes, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou des remarques, c'est avec grand plaisir. Moi, j'ai trouvé ça super. J'allais dire déjà merci. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci Florent pour l'initiative et la plupart du travail sur les slides. Je dois le reconnaître. Et surtout l'anticipation sur le travail sur les slides. Ouais, aussi. Chut. Ouais. J'ai une question un peu plus. Comment vous avez dit que vous étiez une centaine de contributeurs. Je ne sais pas s'ils ont tous contribué. Comment vous faites pour vous organiser, pour communiquer là-dessus? Il y en a un qui prend un peu le lead ou c'est vraiment pas que comment ça se passe? On a installé donc au début, en fait, on discutait. En fait, on travaille beaucoup de manière asynchrone. Et donc au début, ça passait via des conversations Telegram, mais c'est rapidement devenu difficile à gérer quand on est une centaine et en plus sur plusieurs sujets différents, le front, le back, le mobile, le DevOps, la partie légale maintenant, la com, etc. Et donc du coup après on a migré on a installé Mattermost. Alors, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est l'équivalent open source de Slack. Donc on l'a installé sur un serveur que nous a prêté c'est pas Outscale, je sais plus sur quel serveur on l'a installé, mais c'est sur Scaleway on l'a installé. Et donc voilà, donc on communique beaucoup de manière asynchrone sur Mattermost. On a des channels pour chaque thématique. Et puis ensuite, il nous est arrivé de faire quelques Google Meet pour nous synchroniser lorsqu'on a une grosse feature ou par exemple pour les chronodoses. On avait fait un meet ou même plusieurs meets pour se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'il faut faire au niveau front, comment il faut adapter le back
en conséquence, etc., etc. Voilà. Donc, et puis après, évidemment, GitHub, hein, et donc chacun est très autonome, chacun propose des modifications, fait des pull requests, etc. Ouais. Et pour compléter la réponse sur la prise de décision, sur qu'est-ce qu'on fait pas et comment on fait. Alors, le grosso modo, le seul qui a le pouvoir de prendre une décision, c'est Guillaume. Hein. Mais en pratique, il n'utilise pas si souvent que ça. Enfin, je veux dire d'imposer une décision, c'est ce que je voulais dire. En pratique, comme beaucoup de projets open source, la vraie monnaie d'échange, c'est le temps. Et finalement, c'est plutôt ceux qui ont envie ou qui effectivement donnent de l'argent qui prennent la décision, quoi, finalement. Parce que tu peux te demander l'avis de plein de gens et dire quelqu'un qui va dire non, je veux pas qu'on fasse comme ça, mais si finalement c'est quelqu'un qui ne contribue pas, voilà. Alors que la personne qui effectivement va coder la fonctionnalité veut faire un truc, je sais pas, c'est pas hyper clair. Grosso modo, si tu arrives avec le code déjà fait et que tu dis est-ce que tu vois que si on fait comme ça marche mieux que si on fait comme ça. Ok. Et dans les faits, il y a genre des gros contributeurs et plein de tout petits contributeurs, ou c'est assez équilibré? Il y a des gros contributeurs. Ouais. Ok, donc il y a une genre de dizaine de personnes qui gèrent vraiment le gros du truc et après. Je ne sais pas donner un chiffre, mais sur le code, ouais, il y a une grosse dizaine de gens qui sont sur le pont tous les jours. Alors, pas forcément en train de coder tous les jours, mais qui sont quand on arrive sur le chat, qui savent répondre aux questions, etc. Super. Merci. Et du coup, là, vous allez être en vacances ou vous allez faire quoi? Mon micro n'était pas activé. Bon, c'est déjà un peu le cas, hein. On a levé les pieds. Là, ça reprend un peu. On a commencé à développer des trucs parce qu'en gros, la problématique initiale, c'était vraiment trouver une dose de vaccin. Maintenant, la problématique, c'est plutôt, on commence à avoir beaucoup de doses par rapport à la demande, et donc la problématique devient plutôt trouver une dose de vaccin au bon moment et au bon endroit. Typiquement après 18 heures, en dehors de son taf, à côté de son domicile, à côté de son lieu de vacances, etc. Et donc, on a commencé à développer des fonctionnalités dans ce sens-là, mais on n'est pas encore allé jusqu'au bout. C'est un peu ralenti. Voilà, mais donc je sais pas si on se remotive ou si on considère que l'accès à la vaccination est déjà suffisamment facile. Donc j'avoue, je sais pas trop comment. Enfin, je pense qu'on va se reposer un peu. Et après, je sais pas trop comment ça va évoluer. J'aurais une question. C'est beaucoup plus général. Est-ce que vous avez été contacté par des personnes avec des intentions pas très louables qui disaient t'as dit pas de pub ou quoi, mais qui disaient si jamais tu mets ça dans ton site, je te donne de l'argent, ou qui essaient de vous convaincre de mettre des trucs anti-vax dedans? Alors, d'une manière générale, on a d'une manière générale, Covid Tracker, on reçoit beaucoup de mails et il y a pas mal de demandes de placement de produits. Donc c'est plutôt bienveillant. Enfin, c'est pas des trucs genre anti-vaccin ou autre, mais c'est par exemple une entreprise qui fait des autotests, une entreprise qui vend des seringues. Voilà. Enfin, c'est plutôt médical, quoi. Et qui veut mettre des placements de produits sur le site. Ça, on en a eu beaucoup. On a tout refusé, on n'a jamais accepté. Des demandes anti-vaccins, ou vraiment complotistes ou autres, moins bienveillantes. Je sais pas, faudrait que je demande à Thomas parce que c'est lui qui traite les mails, donc j'ai aucune idée des mails qu'on reçoit. Mais à ma connaissance, je crois pas. Je crois pas parce qu'à mon avis, ils ont compris qu'on serait pas intéressé. Mais le site avec le nom de domaine évident, le .fr, donc n'y allez surtout pas. Mais ce site-là donc a mis une vidéo plutôt anti-vaccin après coup, qui a été faite par une association. Enfin voilà, donc en gros, donc je sais pas s'ils ont vendu, s'il y a eu un transfert d'argent, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Mais donc voilà, donc des gens l'ont fait quand même, quoi. D'accord, oui, non, mais j'en avais entendu parler. Il y avait même eu une histoire comme quoi si tu fouillais un peu trop autour des redirections DNS, ils te blacklistaient, ils te redirigeaient vers le vrai site à un moment ou quelque chose comme ça. Oui, c'est hyper bien fait. En gros, si tu consultais le site plusieurs dizaines de fois,
pas énormément, mais suffisamment, après, il y avait une redirection automatique vers Vitmados, et donc en fait, vers le vrai Vitmados, le nôtre. Et donc c'est hyper malin parce que du coup, ça empêche les attaques DDoS. Parce que si on essaye de les DDoS, en fait, on va se DDoS nous-mêmes, vu qu'à bout d'un moment, il va y avoir une redirection. Donc voilà, ouais, c'est malin de leur part. Ok, merci. J'ai une autre question, si je peux. Oui, bien sûr. Comment vous faites pour voir ce qui se passe sur la plateforme? Le nombre de connexions, le nombre de... Tu dis qu'il y a des 20 millions en une semaine et tout ça. Qu'est-ce qui te permet de voir tout ça? Alors en fait, dans les contributeurs, il y a une personne qui est consultant à 55. Je ne sais pas si tu connais, c'est un cabinet qui est très connu pour ça, justement, pour faire de l'analytics. Et puis, en fait, c'est pour aider les marques à voir quels sont les produits qui marchent bien, les fonctionnalités qui marchent bien sur leur site. Et donc, il nous a mis en place tout un plan de tracking qui est assez cool, où en gros, on utilise Google Analytics pour les stats. Et en fait, ils ont mis il a mis des tags à plein d'endroits, sur plein de boutons, etc. Et en fait, quand tu cliques sur un bouton ou que tu fais une recherche ou autre, ça envoie une requête à Google Analytics avec des métadonnées, comme le nom du bouton ou ce genre de choses. Et donc, ça nous permet de faire des stats assez poussées sur le nombre de recherches, sur le type de vaccin qui est trouvé, sur les communes qui sont cherchées, sur ce genre de trucs. Sur combien de gens appuient sur tel bouton. Et donc, c'est assez cool. Et c'est anonyme, enfin, c'est complètement anonymisé. On a mis au minimum les requirements. C'est cool. Ok. Donc, c'est via Google Analytics. Et ça a été un choix, ça a été une réflexion ou pas du tout? C'était genre... de choisir Google Analytics par rapport à un autre? Ouais. J'ai l'impression qu'il y avait une intention d'être beaucoup sur des trucs français. Est-ce que vous vous êtes posé la question ou vous vous êtes dit non, c'est ce qui marche le mieux? Alors, je crois que c'est quasiment le seul, en fait, qu'on n'a pas besoin d'installer, quoi. Sinon, il y en a un qui s'appelle, je sais plus, Matatmo, un truc comme ça, qui est français, je crois, et open source. Mais je crois qu'il faut l'installer, donc c'est un peu plus compliqué. Et je crois que c'est moins bien, moins poussé. Mais en tout cas, lui est expert Google Analytics, donc on a fait avec les compétences qu'on avait sous la main, quoi. On n'a pas beaucoup de temps non plus. Mais ouais. Et puis on a cassé les plafonds, je crois, un jour ou deux. Les plafonds de traitement de Google Analytics. On a dépassé les quotas, donc il y a un jour ou deux, on n'a pas pu traquer correctement. Bravo. C'est tout pour moi, mais j'ai pas d'autres questions. Ça marche, merci beaucoup. Si c'est bon pour tout le monde, on s'arrête là. Ça marche, merci infiniment à tous d'avoir suivi et merci encore Florent d'avoir pris l'initiative.